Imaginez un monde où la vie d'une personne change complètement en seulement quelques jours. C'était exactement ainsi pour Elisa. Après la mort de son père, elle s'est retrouvée confrontée à un bouleversement que personne n'aurait pu imaginer. Des secrets sont révélés, des trahisons sont exposées et une bataille judiciaire devient l'épicentre d'une histoire pleine d'intrigue et de courage. C'est un récit de dépassement de soi, où une jeune femme affronte les obstacles de la vie avec détermination et force de volonté. Venez vous émouvoir et être surpris par le voyage extraordinaire d'Elisa. Salut, je suis Elisa, et aujourd'hui je veux te parler d'un des moments les plus difficiles de ma vie qui, ironiquement, a provoqué un changement positif. Bien que de la manière la plus douloureuse. Mais avant, laisse-moi te parler un peu de ma famille. J'ai grandi sans frères et sœurs, seulement avec mes deux parents. Nous étions une famille aisée et mes parents veillaient à ce que je profite de chaque aspect de la vie. Mon père était le principal moteur de cela. Lui et moi étions très proches, complices de bêtises, comme ma mère aimait nous appeler, quand nous faisions des blagues inoffensives. Ce fut dévastateur quand nous avons découvert que mon père avait reçu un diagnostic de cancer. Heureusement, il a été détecté tôt, nous avons commencé les traitements immédiatement et mon père est entré en rémission. Nous pensions que la vie reprendrait son cours normal. À ce moment-là, j'étais à l'université et j'ai rencontré mon ex-mari, Henrik. Nous avons commencé à sortir ensemble après qu'un de nos amis communs nous a présentés. Henrik était vraiment gentil et attentionné, il me faisait rire, bref, il était très empathique. Il était le garçon parfait pour moi. S'il y avait un défaut dans notre relation, c'était la mère de Henrik, Chiara. Chiara a supposé que j'étais riche parce que, eh bien, elle a fait une recherche sur Google et a trouvé mes informations. Pour une raison quelconque, elle a décidé que j'étais arrogante, elle plaisantait à mes dépens. Mais cela ne me dérangeait pas, je savais que cela venait de son amertume. Cependant, j'ai tracé la ligne quand elle s'est moquée du fait que mon père avait le cancer. Henrik et moi avons décidé de réduire les contacts avec elle. Après cela, nous nous sommes mariés quelques années après avoir obtenu nos diplômes et nous vivions bien. Puis, le désastre a frappé ma vie à nouveau. Après 9 ans, le cancer de mon père est revenu, plus agressif cette fois. Nous l'avons soumis à un traitement, mais cela ne fonctionnait pas. J'allais et venais de l'hôpital au travail, j'avais besoin de donner à ma mère du temps loin de mon père. Henrik n'était pas vraiment là, mais à ce moment-là, je ne me concentrais pas là-dessus, tout se passait si vite et finalement, mon père est tombé dans un état végétatif où il est resté pendant les mois suivants. Nous avons essayé de nous accrocher à lui, mais nous avons finalement compris qu'il était temps de le laisser partir. J'étais à côté du lit de mon père quand il est décédé, c'était un moment déchirant pour moi de le voir retirer le soutien vital. Je pleurais et ma mère aussi. Henrik m'a serré dans ses bras pendant que je pleurais, mais il n'a pas montré beaucoup d'émotion. Je n'y ai pas trop réfléchi, parce que d'abord j'étais trop contrariée pour me soucier de la réaction d'Henrik à la mort de mon père et aussi parce que je ne pensais pas que tout le monde vivrait le deuil de la même manière. Peut-être que c'était la façon pour Henrik d'exprimer sa douleur. Les jours qui ont suivi ont été remplis de formalités et de préparatifs pour les funérailles. La veillée mortuaire a été très difficile, avec tant de choses à faire et la douleur de la perte accablant maman. J'essayais d'être là pour elle, mais j'avais aussi d'autres responsabilités. Heureusement, la sœur de maman était là pour la réconforter pendant que j'étais occupée. Pendant ce temps, quand j'avais le plus besoin de Henrik, il a commencé à prendre ses distances. J'essayais de trouver du réconfort en lui, mais il semblait toujours occupé ou fatigué. Bien que nous travaillions tous les deux, je sentais que j'avais plus de charge. J'ai essayé de comprendre sa fatigue, mais cela me semblait difficile compte tenu du fait que j'étais encore affectée par la mort de papa. Un jour, je me suis approchée de lui, on peut parler. Oui, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air distante. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois être plus claire que ça, Elisa. J'ai du mal avec la mort de papa, mais à chaque fois que j'essaie de parler avec toi, tu te déconnectes simplement. Je ne sais pas comment tu attends que je réagisse. Sois plus compréhensive. Quand mon chien est mort, tu as été gentille, mais maintenant. Je ne sais pas comment t'aider. J'ai besoin de plus que des mots, tu sais. Je ne pense pas que cela t'aide. Je suis fatiguée. Et il l'a refait. J'ai décidé de le laisser partir. Henrik a décidé de ne pas venir aux funérailles et bien que j'étais contrariée, j'avais d'autres choses en tête. Je suis restée avec maman après les funérailles, j'avais besoin de son soutien.
Nous avons passé du temps à regarder des films et à manger ce que papa aimait. Henrik appelait une fois par jour, mais je lui répondais à peine. J'espérais qu'il comprenne à quel point j'étais en colère, mais il était toujours pareil. Pendant ces jours-là, j'ai également reçu l'héritage que mon père m'a laissé. Il avait plusieurs choses à son nom et j'ai hérité d'environ 60%, tandis que ma mère a obtenu le reste. Ne me comprenez pas mal, maman a obtenu la maison et le reste de l'argent que papa avait. Ainsi, elle était sûre d'être à l'abri pour le reste de sa vie. Papa pensait juste que je devrais avoir un peu plus, étant donné que je suis plus jeune. Je n'ai pas dit à Henrik à propos de cela parce que j'étais toujours en colère contre lui. Quand je suis finalement rentrée à la maison sans en parler à Henrik, j'ai réalisé que sa mère, Chiara, était là. Je ne savais pas pourquoi elle était là, puisqu'Henrik et moi avions convenu d'avoir peu de contact avec elle. J'étais sur le point d'entrer dans la chambre quand je l'ai entendu parler. Alors, je n'ai parlé qu'à Martha, qui m'a dit que Elisa est partie de la maison et sera bientôt ici. Je ne sais pas comment gérer son désordre émotionnel. Regarde, nous devons juste endurer un peu plus longtemps. Nous avons un plan plus important sur lequel nous devons nous concentrer. Je sais, mais c'est tellement difficile de faire semblant de me soucier de ses émotions, Henrik. Martha m'a dit que Elisa est au courant de sa part d'héritage, n'est-ce pas? Oui, mais elle n'a pas encore reçu les documents. Ils sont toujours en traitement. Ça prendra du temps, mais c'est beaucoup d'argent. De quoi parlons-nous ici? De l'argent qui change la vie ou qui rend simplement la vie plus confortable? Bien sûr, et comment allons-nous obtenir cet argent entre nos mains? Nous devons simplement être très émotionnellement disponibles pour elle. Nous devons la faire se sentir en sécurité et calme, et une fois que nous y parviendrons, nous pourrons demander ses coordonnées bancaires, juste pour vérifier si l'argent a été déposé sur son compte. Je ne pense pas qu'elle donnera ses coordonnées bancaires aussi facilement. Maman est en deuil en ce moment, elle n'a pas les mêmes capacités de réflexion qu'auparavant. Tout ce qu'elle verra, c'est son mari essayant de soulager ses inquiétudes et elle donnera, tu sais. Tu as raison, connaissant à quel point elle peut être stupide quand elle est émotionnelle, je sais que ce plan va fonctionner. Dès que nous aurons accès à son compte, retire l'argent et dépose-le sur mon compte. Je suis tellement excitée, je ne peux pas croire que quelqu'un d'aussi ennuyeux qu'elle ait autant d'argent. La vie peut être injuste de tant de manières terribles, ma chérie. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais, alors au milieu de la conversation, j'ai commencé à tout enregistrer. J'étais nauséeuse et sur le point de vomir. J'entendais Amanda et Henrik rire de moi et je ne comprenais pas pourquoi. Henrik me regardait soudain de cette manière, ou peut-être pas si soudainement. Il m'utilisait simplement parce qu'il savait que je venais d'une famille aisée. Rien que cette pensée était si désagréable que je l'ai mise de côté et je suis sortie de la maison en silence. Il devait sûrement me considérer comme une perdante pathétique et trop émotive à qui il pouvait facilement mentir. Le pire dans ce plan était qu'il avait raison. J'aurais donné mes coordonnées bancaires très facilement, et non pas parce que j'étais submergée par la douleur, mais parce que je faisais suffisamment confiance à Henrik pour savoir qu'il ne me ferait pas de mal. Si je n'avais pas entendu leur conversation, je serais tombée dans leur stupide piège, et cette douleur aurait été encore pire. Parce que Henrik ne m'aurait pas seulement trahi, mais il m'aurait également volé la seule chose que mon père m'a laissée. Je voulais me sentir en colère, mais à ce moment-là, j'étais tellement habituée à la colère que j'avais gardée contre Henrik que cela ne semblait pas faire de différence. Quand je suis arrivée chez ma mère, elle s'est approchée avec inquiétude. « Chérie, où étais-tu » ? No part. Je viens de parler à Chiara. Pourquoi parlais-tu à Chiara ? Elle m'a aussi appelé il y a un moment pour demander quand tu allais rentrer à la maison et elle s'est inquiétée quand tu as mis si longtemps à revenir. J'ai aussi presque paniqué, tu vas bien. Pourquoi Chiara t'a-t-elle appelé à propos de mon retour à la maison et pas Henrik ? Tu sais, j'ai trouvé ça bizarre, mais en même temps, même si tu ne m'as rien dit, je sais qu'il y a quelque chose entre vous deux qui se passe depuis un moment. Je ne suis pas surprise car je m'attendais à ce que tu viennes me parler à ce sujet. Oui, eh bien, Henrik agit de manière très étrange avec moi depuis que papa est mort. Étrange comme, je ne sais pas comment le décrire sans avoir l'air enfantin, mais il était très distant et froid, comme s'il ne voulait pas me réconforter quand il me voyait pleurer. Au lieu de ça, il sort simplement de la pièce à chaque fois que j'essaie de lui parler, toujours étonnamment fatigué et peu enclin à parler. Oh, ma chère, c'est horrible,
Mais je sais qu'il se comporte ainsi parce qu'il te voit comme une perdante trop émotive, Elisa. Comment peux-tu dire ça? Henrik est ton mari, il ne peut pas penser ça de toi. Peut-être que tu devrais lui parler. Je ne veux pas lui parler, ma chérie. Tu ne peux pas être têtue à ce sujet. Si tu le es, tu ruineras ton mariage. Je n'ai pas besoin de lui parler de quoi que ce soit. C'est lui qui a ruiné notre mariage. Que veux-tu dire? J'ai reproduit l'enregistrement à ma mère et j'ai vu comment son visage passait de la confusion à l'horreur et au dégoût. Elle m'a demandé si l'enregistrement était réel, et j'ai expliqué comment je suis rentrée à la maison juste après qu'elle ait raccroché le téléphone avec Chiara. J'ai entendu leur conversation et je l'ai enregistrée parce que je ne pouvais pas croire ce que mes oreilles entendaient. Ma mère était vraiment en colère. Elle m'a serré fort dans ses bras et a essayé de me réconforter, mais j'étais tellement émotionnellement épuisée que je ne pouvais pas répondre à ses sentiments ou apprécier ses actions. Je lui ai simplement demandé si je pouvais rester chez elle ce jour-là et gérer tout ça le lendemain, et elle a accepté. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une tonne de messages de Henrik me demandant où j'étais. Je ne voulais pas lui répondre, mais je savais que je ne pouvais pas lui faire savoir que j'avais découvert ses plans. J'ai demandé à ma mère si elle avait dit quelque chose à Henrik ou à Chiara à propos de ma présence chez elle, et elle m'a dit qu'elle s'était endormie peu de temps après moi. Alors j'ai rapidement envoyé un message à Henrik lui disant que j'étais de retour chez ma mère parce qu'elle ne se sentait pas bien. Après cela, maman et moi avons pris le petit déjeuner en silence. Heureusement, c'était le week-end, donc nous pouvions rester au lit toute la journée. Maman est sortie acheter quelque chose comme du chocolat, de la crème glacée, des biscuits et tout ce dont nous avions besoin pour surmonter cette mauvaise passe. Nous avons passé toute la journée au lit, à regarder à nouveau les films préférés de papa. À mesure que l'après-midi avançait, maman devenait de plus en plus impatiente. Je pouvais le voir dans son agitation et dans le fait qu'elle se rongeait les ongles. Je savais qu'elle voulait parler de la façon de gérer la situation, et pour être honnête, moi aussi. Alors, j'ai mis le film en pause et je me suis tournée vers elle. D'accord, arrête de te ronger les ongles. Parlons de ce qui s'est passé hier soir, ai-je finalement dit. J'ai quelques idées, mais d'abord, j'ai besoin de savoir comment tu te sens. Je ne me sens pas très bien. Ça fait mal de penser que l'homme que j'aime ne m'aimait pas de la même manière. Penses-tu qu'il ne t'a jamais aimé ou que c'était un changement récent? A demandé maman. J'espère que c'était un changement récent. Je ne peux pas imaginer qu'il ait fait semblant tout ce temps juste pour mon argent. Nous avons traversé tellement de choses ensemble. Et à qui penses-tu que nous devrions attribuer ce changement soudain? À sa mère, certainement. Je ne sais pas pourquoi, mais dès le début, elle a été contre moi. Nous n'étions même pas censés être en contact avec elle, mais ensuite. Quelle est, selon toi, la meilleure action à prendre ici, en toute honnêteté? A demandé maman. Je ne sais pas vraiment. Une partie de moi veut le confronter, mais une autre partie ne le veut pas. Alors, que dirais-tu de jouer avec son plan avec Chiara, en leur faisant croire que leur plan fonctionne? Oui, et nous pourrions enregistrer tout ce qu'ils disent et font. Nous pourrions installer des caméras et des micros dans toute la maison. Ils ne pourront pas nous échapper avec rien de ce qu'ils font ou disent. Mais que faisons-nous de tout ça? On le laisse. Je mérite quelqu'un qui soit au moins 1 million de fois meilleur que lui. Tu as raison. Je vais faire ça. Alors, nous avons décidé de mettre notre plan à exécution. La première chose que nous avons faite le lendemain a été d'aller dans notre magasin local et d'acheter des caméras cachées avec des fonctions audio. Je n'ai plus eu à m'inquiéter de rien d'autre. Nous sommes allés chez nous quand Henrik était au travail pour tout configurer. Nous avons laissé les choses telles quelles et avons trouvé un avocat spécialisé en divorce pour déposer ma demande de divorce et me représenter. Lorsqu'Henrik est rentré du travail, je suis restée seule à la maison. Il semblait surpris de me voir, mais je lui ai dit que ma mère se sentait mieux, donc j'ai décidé de rester avec elle. Henrik a changé d'attitude soudainement, se montrant gentil et préoccupé par mes sentiments. Mais je savais que ce n'était qu'un acte, qu'il voulait en réalité profiter de moi. Malgré cela, je suis restée calme et j'ai continué. Ses yeux me regardaient, mais je ne pouvais pas comprendre comment quelqu'un d'aussi méchant pouvait prétendre être si gentil. Il n'y avait aucune trace de culpabilité dans son regard, ce qui me rendait encore plus en colère. Une nuit, il m'a demandé les détails de mon compte bancaire. « Comment vas-tu, chérie ?» a-t-il demandé. « Je ne veux pas en parler, d'accord ?
Il vaut mieux ne pas parler de sentiments, ai-je répondu. Je suis là pour toi, tu sais, a-t-il insisté. Oui, je sais. Peut-être que je devrais aller en thérapie, mais je ne pense pas que tu puisses m'aider à surmonter toute la douleur que je ressens, lui ai-je dit. Je ferai tout pour te voir heureuse. Pourquoi ne me laisses-tu pas m'occuper des formalités pour la thérapie? Je veux juste que tu te sentes mieux, a-t-il dit. D'accord, je suppose, ai-je accepté. Je lui ai donné les informations de mon compte, mais j'ai donné le mauvais code PIN intentionnellement. Ces tentatives infructueuses ont été enregistrées par ma banque, servant de preuve de sa tentative de vol. Il ne me restait plus qu'à attendre. Kent a essayé à plusieurs reprises de retirer de l'argent de mon compte, mais en vain. Il a également tenté d'accéder à mon compte via l'application bancaire, sans succès. Ensuite, il a essayé de retirer de l'argent au distributeur automatique, mais n'a pas réussi. Monica était également impliquée. Elle venait chez nous quand je n'étais pas là et parlait avec Henrik de leur plan. Lorsque j'ai eu toutes les preuves en main, j'ai décidé d'agir. Un jour, j'ai fait semblant d'aller travailler et je suis rentrée chez moi lorsqu'Henrik est parti. J'ai fait mes bagages et je lui ai laissé les papiers du divorce, avec une note disant que s'il voulait me contacter, il devait le faire par l'intermédiaire de mon avocat. J'ai remis toutes les preuves à mon avocat et je lui ai laissé gérer tout ça. Henrik a essayé de me contacter à de nombreuses reprises, mais je l'ai bloqué. Monica m'a également envoyé des messages, disant que je ruinais leur vie et que je devais des excuses à Henrik pour avoir perdu son temps. Mais lors de l'audience de divorce, mon avocat a présenté toutes les preuves de leur complot pour me voler. C'est alors que leurs visages fiers se sont transformés en pure honte. La vérité a éclaté, et leur plan pour voler mon héritage a échoué de manière spectaculaire. À peine quelques jours après la mort de mon père, tout le monde semblait profondément bouleversé. Henrik et Chiara semblaient effrayés, tandis que leur avocat était furieux. Les audiences ont été longues, Henrik prétendant que je le maltraitais financièrement, malgré le fait que j'avais hérité d'argent et qu'il n'avait jamais contribué. Mon père a clairement indiqué dans son testament que je ne recevrais de l'aide financière que si j'en avais vraiment besoin, et cela a été présenté au tribunal. Cela n'a fait qu'irriter Henrik encore plus. À la fin, le juge a décidé que, en raison de la tentative de vol de Henrik, il ne recevrait que 85% de nos actifs communs. Henrik et Chiara étaient furieux, mais je me sentais satisfaite. Je suis sortie du tribunal fière et confiante. Henrik et Chiara m'ont appelé et envoyé des messages, me traitant d'insensible, mais je sais que j'ai fait ce qui était juste. Ma mère et moi vivons heureuses maintenant. La mort de mon père fait toujours mal, mais elle a apporté un changement positif dans ma vie. Et ainsi, le voyage d'Elisa nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière brillante qui attend pour nous guider. Avec courage et détermination, elle a affronté chaque défi, transformant la douleur en force et l'adversité en opportunité. Maintenant, alors que nous contemplons le dénouement de cette histoire émouvante, je vous invite à nous rejoindre dans notre voyage continu. Si vous avez été ému par l'histoire d'Elisa et que vous voulez plus de contenu inspirant comme celui-ci, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie pour ne manquer aucun épisode. Ensemble, nous pouvons explorer les hauts et les bas de la vie et trouver de l'espoir dans les retournements les plus inattendus. Maintenant, j'aimerais partager un bref message avec vous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est écrit dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, dans la Bible. Dans ce verset de l'Évangile de Jean, nous trouvons l'expression ultime de l'amour de Dieu pour ses enfants. Il ne nous aime pas seulement, mais il aime tellement qu'il sacrifie son propre Fils pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Cet amour est incomparable, infini et inconditionnel. En méditant sur Jean 3.16, nous sommes confrontés à la réalité de l'immense amour de Dieu pour chacun de nous. Il nous offre le salut par Jésus-Christ, le chemin vers la réconciliation et la vie éternelle. En acceptant le Seigneur Jésus comme notre Sauveur suffisant, nous sommes transformés par son amour et sa grâce. Que nous puissions alors ouvrir nos cœurs pour recevoir cet amour inégalé et accepter Jésus comme notre Sauveur personnel. Que nous puissions nous soumettre à sa volonté et suivre ses enseignements, permettant qu'il guide nos vies et nous mène sur le chemin du salut. Que le message de Jean 3.16 résonne dans nos cœurs, nous rappelant l'amour extraordinaire de Dieu pour chacun de nous et son désir sincère de nous offrir une vie en abondance à travers Jésus-Christ.